Donc on va passer à la dernière communication. On a vu, merci Nicolas. On a vu d'où on vient, où on est, et maintenant on va voir où la recherche va nous emmener. Et vous connaissez tous Christophe Mariette, qui va nous parler de la recherche, l'état de la recherche sur le cancer de l'œsophage. Merci Denis Collet pour cette invitation, merci à vous. L'idée, en quelques diapositives, c'est de vous brosser un petit peu une dynamique française, donc je pense qu'on peut être particulièrement fiers, et je vais vous démontrer quelle est cette dynamique et ce qu'elle a pu amener et ce qu'effectivement elle permettra dans l'avenir. Donc l'idée est de vous présenter le réseau qui a amené à une base clinico-biologique qu'on appelle FREGAT. FREGAT est un acronyme anglais pour French Research in Esophageal and Gastric Tumor. Et le but de ce réseau, vous allez le voir, c'est, je vais vous en expliquer le rationnel et les résultats, c'est de structurer en France une dynamique de recherche commune, qu'elle soit au départ chirurgicale et maintenant médico-chirurgicale, de façon à fédérer les actions de recherche, à permettre de publier à haut niveau à l'échelle internationale et d'avoir un groupement coopératif national qui soit visible à l'échelle mondiale, de façon à pouvoir être intégré dans les essais thérapeutiques internationaux. Donc on a commencé ce réseau à l'initiative de plusieurs pays, dont la France essentiellement, et sur un réseau au départ francophone. L'idée était de collectionner déjà à visée rétrospective d'informations pour pouvoir constituer un certain nombre de publications. Et je vous ai mis ici soit des bases qui ont été constituées par FREGAT seul, soit en association, notamment pour ce qu'on a vu du cancer de l'œsophage et des tumeurs stromales du rapport de l'an dernier, grâce au soutien important et majeur des centres de l'Association française de chirurgie qui étaient les éléments moteurs de cette recherche. Et donc ici sont déclinées toutes les enquêtes qui ont pu être faites à ce jour de façon rétrospective. Tout ce travail rétrospectif a amené un certain nombre de publications que je synthétiserai tout à l'heure, et surtout a amené les gens, et là c'est un autre réseau qui est rentré, qui s'est mis en place, a amené les gens à réfléchir à des essais randomisés. On a beaucoup parlé de Miro, mais il faut savoir que Miro avait été designé déjà il y a un petit bout de temps. Vous voyez, c'est un PHRC, donc un programme hospitalier de recherche clinique financé par l'INCa en 2008, et depuis tout un tas d'essais randomisés qui sont soit terminés, soit en cours d'activation. Et vous voyez, quasiment chaque année, un essai randomisé financé par le ministère de la Santé, par l'Institut national du cancer, grâce à la dynamique nationale, avec des centres qui participent à ces essais, qui incluent des malades et qui sont visibles, permettant à ces PHRC de voir le jour et à ces essais thérapeutiques de pouvoir répondre aux questions de demain. Alors vous me direz, quel bilan à ce jour? Vous avez déjà vu Miro, l'essai Miro a été soumis dans un grand journal, va être soumis prochainement dans un grand journal. Cette structuration a permis déjà 19 articles publiés, et vous voyez des articles de très haut niveau, puisqu'on a 7 Annals of Surgery et un JCO déjà enregistrés, avec une promotion importante des juniors dans cette dynamique, et donc des publications également de rang B selon la classification SIGAPS. Les autres actions que ça a permis en termes en dehors de la recherche rétrospective et prospective, c'est des actions de formation médicale continue. Et donc on a effectivement, grâce au soutien de Denis Collet, un chapitre à l'association française, au congrès de l'Association française de chirurgie, donc fin septembre, début octobre, avec une session dédiée au cancer œsogastrique en 2014, et cette expérience va être renouvelée en 2015. Alors tout ceci a amené à réfléchir un petit peu autrement, c'est-à-dire que la recherche rétrospective c'est bien mais ça a ses limites, les essais randomisés c'est bien mais c'est extrêmement coûteux et ça avance lentement. Vous voyez, un essai lancé en 2008 va sortir maintenant, et donc l'idée était de réfléchir complètement différemment en termes de recherche et d'être capable de fournir des résultats rapides et d'envergure à l'échelle nationale. Et donc l'idée a été, grâce au réseau FREGAT, de constituer une base clinico-biologique dont je vais vous expliquer les détails, qui a été financée et labellisée par l'Institut national du cancer en 2012 et qui est en cours d'activation actuellement. L'idée est assez simple, c'est que finalement, on couvre tout le territoire avec l'ensemble des CHU et des centres de lutte contre le cancer du pays, associés à tous les réseaux de tumorothèques et des centres de ressources biologiques, différentes plateformes labellisées que vous voyez ici dans tous les domaines de la santé, biostatistiques, qualité de vie, inégalité sociale, sciences humaines et sociales, centres de traitement de données, qui ont permis la réalisation d'un projet dont je vous ai décliné ici les objectifs, mais qui sont un peu de la formalisation finalement de ce qui va être une banque. Donc le principal objectif sera d'évaluer les mécanismes de résistance de ces cancers de l'œsophage, de l'estomac au traitement adjuvant, et bien sûr nous permettrons à l'échelle d'un nombre de patients qui est attendu aux alentours de 10 à 15 000 sur les 3 prochaines années, de pouvoir disposer d'un nombre de données cliniques, tumorales et de sciences humaines et sociales, ainsi que de qualité de vie et des données biologiques qui nous permettront de répondre, que vous soyez chercheurs fondamentalistes, cliniciens, biostatisticiens, épidémiologistes, chirurgiens,
gastro-entérologues, à des questions scientifiques d'intérêt. Donc la méthodologie, bon, c'est une étude de cohorte prospective. Toutes les données sont enregistrées de façon prospective. Les premières inclusions ont commencé en début 2015, donc ça vient d'être lancé. Les mises en place sont en cours à l'échelle du pays. Les critères d'inclusion, c'est assez simple. Ce sont tout homme ou femme adulte qui présentent un cancer de l'œsophage ou de l'estomac, idéalement naïf de tout traitement, mais pour des raisons logistiques, les patients qui ont déjà reçu un traitement non adjuvant peuvent entrer dans la base. Ce sont des patients qui sont éligibles à la chirurgie ou pas. Il y a beaucoup de patients, comme attendu dans l'incidence nationale, qui rentreront à un stade métastatique, nous permettant, encore une fois, d'avoir accès de façon non sélectionnée à tout un tas de patients et surtout à leur prélèvement porteurs d'un cancer de l'œsophage ou de l'estomac. Donc de façon très synthétique, et peut-être je vais essayer d'être un peu explicatif sur cette diapositive, les différents temps de frégate en fonction des différents schémas thérapeutiques. Donc vous avez en colonne les temps qui ne sont pas les temps de traitement, T1, T2, T3, T4 et T5, mais les intertraitements. Autrement dit, T1, c'est avant un début de tout traitement, avant une chimiothérapie, avant une chirurgie. Le temps T2, ça va être après un traitement néoadjuvant, type chimiothérapie ou radiochimiothérapie. Le temps T3, ça sera après la chirurgie pour les patients qui seront opérés. Le temps T4, c'est la fin de cette séquence à visée curative. Et le temps T5 est un temps essentiel, c'est le temps de la rechute. Malheureusement, 80% de ces patients vont avoir une rechute à un moment donné. Et l'idée est de pouvoir avoir, comme vous le voyez tout en haut à gauche de la diapositive, des prélèvements sanguins, des prélèvements tumoraux, des questionnaires de qualité de vie, des questionnaires de sciences humaines et sociales, passés à chacun de ces temps, nous permettant d'évaluer de façon longitudinale la prise en charge de ces cancers, à la fois en termes d'organisation du soin, mais également d'avoir des données avant, après exposition au traitement, pour mieux comprendre les mécanismes de résistance à ces chimiothérapies et où trouver des biomarqueurs et ou des nouvelles molécules d'intérêt. Donc je vous passe la diapositive de logistique. Ça nécessite une structuration dans chaque centre où se fait la mise en place assez importante, avec évidemment un réseau au sein de chaque centre qui comprend chirurgien, oncologue, gastro-entérologue, anesthésiste réanimateur, anapathe, biologiste, de façon à ce que ce circuit des prélèvements puisse être organisé. Le protocole donc de base clinico-biologique a reçu, comme vous le savez, toutes les autorisations réglementaires qui sont imposées par notre réglementation française et européenne. Donc vous voyez que le chemin, c'est un peu un parcours du combattant avec le CPP, la NSM, le CCTIRS, la CNIL, qui ont donné tous un aval plus ou moins long et compliqué avec des allers-retours pour obtenir ces autorisations réglementaires. Et un financement qui est très modeste, ça vous semble beaucoup, mais finalement c'est pas grand-chose par rapport au nombre de centres et à toute la logistique qui est de 700 000 €, raison pour laquelle on a également monté un partenariat industriel qui est un partenariat public-privé, sur lequel je vous tiens votre attention parce qu'évidemment il va être source d'intérêt majeur pour Frégate puisqu'il va permettre sa pérennisation, puisque l'argent a été donné par l'État via l'INCa sur une durée limitée, et notre idée c'est de pouvoir pérenniser cette action et de renforcer au sein des centres l'apport financier ou les ressources humaines ou financières pour pérenniser et dynamiser cette recherche. Donc l'idée de Frégate, c'est que vous l'avez compris, on va faire une collection de données, une collection d'échantillons qui vont alimenter une base de données cliniques qui est un CRF électronique dont on va reparler, et différents systèmes de banques, des banques de tissus, des banques de sang. Tout ceci est accompagné d'équipes expertes et de plateformes labellisées, et qui représente donc tout ceci la base clinico-biologique qui va permettre de pouvoir donner aux chercheurs industriels ou académiques un certain nombre d'accès pour pouvoir proposer des projets de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de valoriser au mieux ces projets de recherche et ces résultats. Et c'est la raison pour laquelle on a fait appel à Inserm Transfer, qui est une société de valorisation auprès des industriels dont le nom ne vous sera pas étranger, qui évidemment prend une commission, mais qui nous permet de négocier avec les industriels, qui sont les grands labos industriels que vous connaissez, américains ou mondiaux, qui commercialisent des molécules ou qui ont des molécules en voie de recherche autour de ces cancers, d'avoir un droit d'accès, de négocier des modalités d'accès à la base clinico-biologique, de pouvoir également négocier des droits d'exploitation de ces partenaires industriels, notamment vis-à-vis des résultats obtenus, et évidemment de pouvoir, nous, de ce fait, adapter la gouvernance, notamment via les moyens financiers dégagés.
Donc évidemment, je ne peux pas vous révéler l'ensemble et la confidentialité prime dans ce domaine, mais plusieurs partenaires industriels sont déjà largement engagés dans la démarche. Et pourquoi toute cette structuration finalement lourde qui nous a pris déjà plus de 2 ans, voire 3 ans maintenant à mettre en place? C'est parce qu'elle va pouvoir, grâce à ces données, alimenter un certain nombre de projets, qui soient de la recherche fondamentale, de la recherche translationnelle, évidemment du développement clinique, mais aussi accompagner les industriels dans la mise sur le marché. Vous savez que les industriels, une fois qu'ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché, doivent fournir auprès de la Haute Autorité de Santé et de l'Institut national du cancer un certain nombre de données en population, que ce soit des données de sécurité ou des données d'efficacité, pour lesquelles ça leur coûte en général plusieurs millions pour pouvoir collecter des données patients. Et là, on pourra leur proposer d'avoir accès à un outil qui est donc cette base clinico-biologique pour permettre de regarder l'efficacité en population ou la sécurité d'utilisation de leurs produits. Et donc tout un tas de projets de recherche qui s'affichent vont pouvoir être réalisés, biomarqueurs, études de physiologie, études cliniques, bien entendu, des études d'épidémiologie, de pharmacoéconomie ou de qualité de vie. Donc il y a un site internet dédié que je vous invite à consulter si ça vous intéresse. Le site va apparaître sur la dernière diapositive de conclusion. Le but, c'est que ce site soit pas que français. Il a été créé en anglais parce que déjà plusieurs partenaires européens sont très intéressés, anglais, allemands, belges et suisses, pour accompagner la démarche. Il y a un CRF dédié qui est un CRF électronique sur lequel les attachés de recherche clinique remplissent les informations dédiées aux patients. Et donc ça a commencé en janvier, vous voyez qu'il y a déjà plus de 230 patients inclus en l'espace de quelques mois. La dynamique est en train de se mettre en place progressivement dans les différents centres ouverts, de façon à pouvoir arriver à notre objectif de plusieurs dizaines de milliers de patients à terme. Et donc en conclusion, ce sera ma dernière diapositive. Donc, je vous ai mis le site de cette base clinico-biologique qui est consultable gratuitement. On aura également des informations sur la disponibilité des échantillons. Vous voyez que cette structuration en réseau nous a permis une cinétique déjà d'inclusion très dynamique pour une mise en place qui est en cours, avec des partenaires industriels, des multiples labels et partenaires qui sont affichés en bas nationaux, avec la Fédération française de cancérologie, la Fédération de recherche en chirurgie et Unicancer. Et ça permet surtout une visibilité internationale, parce que dans les essais randomisés, il ne vous aura pas échappé que certains essais randomisés étaient des essais randomisés européens, pour lesquels nous n'avons pas été démarchés à l'échelle d'une entité ou d'un centre, mais à l'échelle d'un réseau. Et donc, pour ceux qui sont intéressés à la thématique œsogastrique, le premier conseil scientifique de ce réseau et de cette base clinico-biologique aura lieu le 7 septembre à Lille. Je vous remercie. Bravo Christophe, on constate que derrière toute cette énorme machine que tu as mis en route, il y a la volonté d'un groupe de personnes ou d'une personne, et je pense qu'il faut te féliciter de l'énergie que tu investis là-dedans et qui va certainement payer à terme, ça c'est certain. Enfin, bravo et merci. Il y a une question que je me pose. L'INCa ou l'État met de l'argent dans ce projet, c'est un projet important. Mais enfin, le cancer œsogastrique, c'est quand même relativement confidentiel par rapport à d'autres cancers plus fréquents, comme le cancer colorectal pour ce qui nous concerne. Est-ce qu'il y a l'équivalent de base prospective pour des cancers plus fréquents, comme le cancer colorectal, ou je pense aussi au cancer du sein ou à d'autres formes plus importantes? Donc oui, il y a des équivalents. L'idée était assez simple, c'est-à-dire que l'essai randomisé a finalement atteint ses limites. Hein. On voit en termes de productivité et de rapidité d'accès à l'innovation ou à des techniques innovantes. Et donc clairement, l'INCa s'est positionné et la Haute Autorité de Santé sur des nouvelles méthodes de recherche. Et donc l'idée était de financer un certain nombre de bases clinico-biologiques, autrement dit BCB. Et donc il n'y a pas des BCB dans chaque pathologie. Il y en a une sur le pancréas qui est née de Toulouse, il y en a une sur le sein. À ma connaissance, il n'y en a pas à l'échelle nationale en colorectal. Hein, il y a des initiatives peut-être plus locales. Il y en a une qui est très connue aussi, qui a démarré juste après Frégate, qui est celle à Lyon, initiée sur la maladie péritonéale, hein, qui est RENAP. Voilà, donc c'est par pathologie et il y a des choses, mais ce n'est pas encore systématisé pour chaque pathologie dans chaque cancer. Il y a des questions? Merci. Merci beaucoup. Bon, mais il me reste à remercier en votre nom Denis Collet d'avoir organisé cette séance, tous ceux qui sont intervenus pour leur présentation, les commentateurs et ceux qui ont posé des questions. Merci à tous. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous sommes à Nancy et dans 15 jours, on se retrouve ici pour une séance plus, on va dire,
simple, une thématique plus simple, qui est celle de la chirurgie des hernies de laine. Que reste-t-il à améliorer? Bon retour à vous et à la semaine prochaine à Nancy. Merci beaucoup.